Donc, on va plus se focaliser cette fois-ci sur la carrière et le travail d'un chercheur ou d'une chercheuse, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous pouvez espérer faire tout le long de votre carrière? Quel type de poste vous pourrez prendre si vous êtes dans le privé, dans le public, CNRS, à l'université, dans une entreprise? Et du coup, moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est est-ce que vous pouvez essayer de décrire un peu quelle a été votre histoire, j'ai envie de dire, en termes de poste, comment vous êtes monté en grade, entre guillemets. Alors, Marcélie, tu auras peut-être un peu moins d'historique, mais et aussi quelles ont été les opportunités que vous avez refusées, en fait. D'autres choses que vous auriez pu faire, que vous vous êtes dit, ça m'intéresse aussi, mais je ne l'ai pas fait. Pour X raisons, hein, juste, ça peut être juste des histoires d'opportunités, de famille aussi, parce qu'il y a des choses, des postes qui nous sont proposés, mais qui sont à l'étranger, par exemple. Enfin voilà, est-ce que vous voudriez prendre la parole là-dessus dans l'objectif de montrer un maximum de diversité de postes, de carrière qu'on peut espérer après un doctorat principalement? Waouh, la question était... Peut-être juste commencer en disant que c'est possible d'avoir des passerelles entre le milieu académique, recherche et le privé, dans les deux sens d'ailleurs. Je pense que enfin, quand on est dans le domaine de la recherche en traitement de langage naturel et en parole, euh, je, je pense que c'est tout à fait possible de commencer en faisant des post-docs ou même un début de carrière dans le privé et ensuite, à un moment donné, de se tourner vers la recherche académique, que ce soit via le CNRS ou via les universités. Et inversement, il y a des possibilités aussi dans un domaine comme celui-ci, en tout cas aujourd'hui, pour ne serait-ce qu'aller passer une année sabbatique, parce que quand on est enseignant-chercheur, on a quand même pas mal d'opportunités pour faire une année ou 6 mois pendant lequel on part ailleurs, et ça peut être là encore une fois dans le privé. Donc, je voulais commencer par dire que voilà, le choix qu'on fait en sortant du doctorat, c'est pas forcément un choix pour toute la vie. Voilà. Donc, il y a des passerelles existent dans les deux sens. Alors, ouais, je vais reprendre sur ça. Et puis les choix, ils se font un peu par, des fois par l'opportunité et pas forcément, c'est pas forcément toujours pensé très longtemps à l'avance. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai donc fait ma thèse, j'ai été à terre l'année qui suit. Après, j'ai travaillé à Ève, à l'espace vie étudiant, sur l'organisation de rencontres, en continuant à faire des vacations d'enseignement à l'université. Et puis, à la fin de cette année-là, j'ai décidé de partir de l'université, d'aller faire autre chose. Donc, je suis allée passer les concours de la fonction publique territoriale parce qu'il n'y avait pas d'ouverture de poste de maître de conf, voilà, que je me rendais compte qu'en fait, j'adore pas enseigner. Donc, en fait, maître de conf me convenait pas tant que ça. Non, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper important à découvrir, hein, parce que c'est quand on devient maître de conf, on en fait beaucoup des cours. Donc, faut quand même y trouver un minimum de plaisir. Donc, je suis partie faire autre chose. Et puis, j'ai été rattrapée par le plus grand des hasards, vraiment, voilà, par une rencontre avec quelqu'un que je connais, mais dans un cadre complètement non académique, qui me dit, mais tu fais quoi? Donc là, je lui dis, bah, j'attends les résultats pour ma deuxième phase de concours, hein. J'étais prise à l'oral, mais je n'avais pas encore passé. Et il me dit, mais il y a un postdoc au Lidilem et il trouve personne. Est-ce que ça t'embête si j'envoie ton CV? Puis, bon, écoute, je suis au chômage. Non, ça m'embête pas, envoie. J'ai eu le postdoc, je suis restée 1 an et demi et le poste d'ingénieur de recherche sur lequel je suis maintenant s'est ouvert à ce moment-là parce que la personne partait à la retraite. Enfin, voilà. Et qu'en plus, ce que cherchait le laboratoire à ce moment-là, c'était quelqu'un qui avait des compétences en sciences du langage et tout ça, mais aussi beaucoup de compétences en montage de projets et en organisation d'événements. Et il se trouve que donc, j'avais travaillé 1 an à monter un projet et à faire des événements. Donc, j'avais les compétences académiques recherchées et puis les petites compétences à côté je savais faire un budget, je savais, enfin voilà. Et donc, un peu par hasard, enfin un peu par hasard, et puis par chance, j'étais là, c'est arrivé exactement au bon moment, voilà.
J'ai eu le poste, je l'ai depuis. Alors par contre, enfin, faut pas que je le dise comme ça. Il n'y a pas d'évolution de carrière possible quand on est ingénieur de recherche, parce qu'en fait, on est déjà au plus haut grade qui existe. Donc, ma seule potentialité d'évolution, c'est de passer hors classe un jour, hein, c'est-à-dire dans mes grades d'évoluer. Mais enfin bon, là, ça joue vraiment que sur le salaire. Par contre, ce que moi j'adore dans ce travail, c'est qu'en fait, la partie aide à la recherche, elle est complètement ouverte. Elle évolue hyper rapidement. Comme les recherches, hein, enfin voilà. Et donc, par exemple, là, actuellement, moi, je participe beaucoup à tout l'écosystème sur la science ouverte, sur la définition des plateformes qui vont se développer sur le site complètement, des choses comme ça. Et donc, ça permet de rencontrer plein d'autres gens, d'autres labos, d'autres disciplines, de travailler avec les sociologues, les historiens de l'art, de voir comment on peut mettre des techniques en commun et en fait, quelles sont nos méthodologies communes. Et on en retrouve avec toutes les disciplines du site, même si ça met un peu de temps au début parce qu'on n'a pas les mêmes mots sur les mêmes choses, mais on finit par se comprendre. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que je réinsisterai sur ça. Prenez le temps pendant la thèse de tester différentes choses, de donner des cours, de donner des formations, de travailler, alors c'est pas forcément avec des clients parce que dans la thèse on n'a pas forcément de clients, mais d'avoir des interactions avec des gens qui vous demandent un peu de faire quelque chose sans que vous ayez vous forcément la main sur ce qui va être fait dans le cadre de formation ou de choses. En fait, ça va vous permettre aussi de voir un peu là où vous vous retrouvez le plus et en fait là où vous avez aussi envie d'aller. Parce que même au CNRS, j'ai connu des gens qui en fait se sont ennuyés. C'est-à-dire qu'on commençait, qui ont été pris au CNRS et qui en fait se sont rendus compte que bah, devoir être moteur eux-mêmes tout seuls de leur recherche, en fait, c'était pas ça qui les intéressait et qui finalement sont partis faire autre chose parce que c'était pas. Ils avaient besoin d'être plus, alors dans un travail qu'on va dire d'ingénierie de recherche, mais plus qu'on les incite et d'être embarqués par des gens que d'être capables, eux, d'engager les autres. Et donc, c'est vraiment des choses qui vont poser question, enfin, vous permettre de vous poser des questions sur c'est plutôt vers cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là, parce que je pense que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous demander des choses, il faut être vraiment proactif. Et en fait, voilà, il y a un certain nombre de compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, et où en fait, c'est important de bien l'identifier pour savoir dans quelle orientation on va pouvoir aller. Ben là, pour le coup, je te rejoins complètement. Et si je peux parler de mon expérience personnelle, il se trouve que je suis titulaire du CAPES. J'ai été prof de français, puisque, eu égard aux difficultés de financement d'une thèse, j'ai eu la chance d'être hébergée par un laboratoire d'informatique avec un tiramisu le vendredi midi. Donc, c'était chouette. L'accès aux données, l'accès aux serveurs, évidemment, l'accès aux échanges et à la formation, puisque je suis arrivée, moi, au labo avec un parcours complètement classique, de lettres classiques, donc en traduisant Tacite jusqu'en licence, avant de faire un DEA aussi, moi aussi. Et donc, je me retrouve dans un labo d'informatique et je ne faisais pas de script, moi, avant. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, il faut que je m'y mette. Et c'était plutôt drôle. Et je dis souvent que entre le latin que j'ai beaucoup traduit et les scripts que j'écris aujourd'hui, il n'y a finalement pas grand-chose de différent. Et c'est toujours une enquête que l'on mène et quelque chose que l'on cherche à éclaircir. Donc, au final, le parcours me semble très cohérent. Mais c'est vrai que ce fil conducteur en mode fil d'Ariane, il faut réussir à se le construire. J'ai démissionné de l'Éducation nationale 3 semaines avant ma soutenance de thèse, sans rien avoir après. Voilà. C'est pas forcément ce que je conseillerais tout de suite. C'est ce que j'ai eu besoin de faire. C'est pas forcément le conseil que je vous donnerais, mais c'était bien et j'ai eu la chance après de travailler au labo, plutôt sur de l'ingénierie d'ailleurs, plutôt sur le traitement des données, le suivi des données, etc. Et de fil en aiguille et d'aiguille en fil, effectivement, la loi Sauvadet a fait que je me suis posé la question de maître de conf, pas maître de conf, vu mon parcours, que j'ai un parcours particulier. Alors, remettons aussi les choses dans l'ordre. C'est moins vrai aujourd'hui. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans dans 2 mois. Je ne suis pas obligée de me vieillir. Mais voilà, à l'époque, tout ce qui est linguistique computationnelle, on n'en parlait même pas. Donc, pour le coup,
mon doctorat est un doctorat de sciences du langage avec un questionnement sur la modalité interrogative, donc vraiment quelque chose morphosyntaxe, avec des traitements derrière que moi je fais en traitement de la parole, etc. Mais c'est dur à vendre comme profil, quoi, y compris dans les publis. C'est-à-dire que la difficulté de publier soit dans la formation grammaticale, soit à LREC ou autre pour les données, par exemple, c'était un vrai double parcours. Super sympa à faire, très stimulant intellectuellement, mais c'est vrai que dans les faits, sur le CV, c'est moins vendeur parce que moins facile à passer, quoi. Alors, la nécessité d'expliquer ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, et de trouver ce fil conducteur, d'où, effectivement, je te rejoins, la nécessité de tester plein de choses pour savoir sur quoi on est doué, ce qu'on aime bien faire ou pas. Moi, il se trouve que j'aime bien donner des cours, donc encore aujourd'hui, il m'arrive, et je ne le fais pas pour le salaire, de donner des vacations à l'université. Je dis, je ne le fais pas pour le salaire parce qu'effectivement, perdre un après-midi à remplir, je suis très fâchée là-dessus, à remplir un dossier de vacation en remettant pour la 128e fois le cabis de ma boîte, un tout petit peu énervé parce qu'un après-midi chez un client, c'est pas le même prix. Donc c'est énervant. Mais j'adore donner des cours, donc je continue à le faire parce que ça me plaît bien. Et que ça aide, alors truc bête, ça aide aussi ce que je raconte dans les entreprises. C'est-à-dire que concrètement, continuer à voir des étudiants qui ont des problématiques liées à leur vie d'étudiant et qui ont des problématiques par rapport à ce qu'ils apprennent me permet aussi de mieux aider l'alternant dans la boîte, de voir en R&D ce qui peut poser hiatus, etc. Donc, j'essaye de faire nourrir chacune de mes expériences les unes les autres. Évidemment, dans les dossiers clients, par exemple, je suis tenue par la RGPD, évidemment, mais aussi par tout ce qui est confidentialité. Je signe tout le temps des contrats de confidentialité pour ne pas raconter. Pour autant, quand on monte un système de classif dans une boîte et qu'on est lié à certaines difficultés, liées à des données, liées à des problématiques des gens, de ce qui se raconte dans les données, la façon dont on lève les ambiguïtés est un apprentissage et peut permettre d'être plus utile dans un autre projet. Donc effectivement, c'est très confidentiel parfois ce que je fais, mais j'essaye de storyteller un peu tout ça pour pouvoir le raconter autrement, quoi. Alors justement, on va continuer un peu sur les opportunités, on va dire. Du coup, forcément, il y a des gens qui ont plus ou moins d'expérience, et je vais me tourner vers toi, Marcélie, désolé. Mais je voulais savoir, pour toi qui est à Naverlabs depuis 1 an à peu près, quelles étaient les autres opportunités que tu aurais pu entreprendre ou que tu as entrepris? Et pour donner un peu un ordre d'idée de toi aujourd'hui, ce qu'eux ont vécu avant, est-ce que c'est éventuellement différent, et quelles ont été les possibilités que tu avais, quoi? Bon, je pense que principalement, après la thèse, il y a les contacts de boîtes qui sont intéressées dans des développements. Ils cherchent beaucoup de jeunes chercheurs. Si on a un compte LinkedIn, on voit ces types de propositions toutes les semaines, un peu partout. Mais moi, j'étais jamais intéressée par les développements toute seule. Moi, j'étais vraiment très, très intéressée côté recherche, toujours. Et en fait, une chose que moi, j'ai compté, je ne savais pas quand j'ai commencé en thèse, et je ne pensais pas que c'était si important dans l'académique, c'est les networking. J'avais un peu cette vision du chercheur qui reste dans son coin, justement, fait sa recherche tout seul. Et c'est pas du tout comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui font comme ça, mais en gros, les opportunités sont souvent même pas annoncées publiquement, des postdocs. Il faut aller chercher les gens, il faut avoir des contacts avec des gens différents. Et c'est comme ça qu'on a des opportunités. Et c'est un peu dommage, oui, parce qu'il faut aller vers les gens, et ça, parfois, c'est gênant. Mais je comprends aussi parce que parfois, pour recruter un postdoc, on a plutôt la tendance d'aller vers quelqu'un qu'on connaît déjà, que c'est qui a travaillé avec je ne sais pas qui a fait un bon travail dans cette université, ou j'ai pu travailler dans un petit projet. On va plutôt graviter vers ces gens qu'on connaît déjà, comparé à un connu qui vient de nulle part, qui parle à personne. Et du coup, c'est dur, mais oui, il faut aller parler aux gens. Et mes 2 postdocs, c'était comme ça. Je suis allée voir les personnes, et les personnes disaient: «Ouais, tiens,
Je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de voir si c'est possible. Et voilà. Du coup, je pense qu'une chose importante pendant la thèse, c'est de nourrir les carnets de contacts, aller dans les conférences, essayer de faire des stages si possible, des écoles d'été si possible, ou juste s'offrir pour faire des colloques, pour aider dans les reviews de papiers, des projets multidisciplinaires. C'est super chouette quand on arrive à participer. Et ce type de choses peut ouvrir plus de portes pour pouvoir choisir après. Voilà. Justement, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu dis. Tu parles que ton intérêt à toi, c'est plutôt de continuer à faire de la recherche. Et une question qu'on peut se poser, en tout cas que je me suis posée moi et que c'est possible que vous la posiez aussi, c'est pour faire de la recherche et pour être, entre guillemets, un peu libre, il y a un peu ce côté-là souvent chez les chercheurs, est-ce qu'il vaut mieux aller dans le public ou dans le privé? Et alors, le but, c'est pas de se tirer dessus, hein. C'est plutôt de partager notre expérience et de savoir, vous, aujourd'hui, alors plus les profils chercheurs, je suis désolé, ça touche pas forcément à tout le monde, mais est-ce que vous faites toujours autant de la recherche? Est-ce que c'est réduit de votre temps parce que vous êtes monté en grade et en responsabilité, par exemple? Est-ce que ça a été un choix? Ça n'a pas été un choix? Enfin, comment vous vivez vos recherches aujourd'hui? Alors, il nous reste plus qu'1 heure, mais si tu veux, on te laisse le micro. Bon, et je vais évidemment vous parler du CNRS. Alors effectivement, je pense que tu l'as dit, le mot-clé dans moi, de la manière dont pourquoi je reste dans le métier et pourquoi je reste au CNRS, c'est essentiellement la liberté. Voilà, c'est vrai que et tu l'as très très bien formulé, Isabelle. Cette liberté, c'est à la fois quelque chose qui est super parce qu'effectivement, je peux aujourd'hui travailler sur le sujet qui m'intéresse au moment où je le veux et ça va rien changer à mon salaire à la fin du mois. Et, euh, et on est dans un pays quand même qui a cette politique d'embauche. Il n'y en a pas assez. Vu les talents qu'il y a dans la salle, là, il n'y en a pas assez. Ça fait chier qu'il n'y en ait pas assez de postes. Mais c'est comme ça. Mais on a quand même un pays où on a cette politique d'embaucher des chercheurs, fonctionnaires, qui peuvent faire de la recherche sur le temps long. Donc, on n'est pas obligé de succomber aux dernières modes, etc. On a cette liberté de pouvoir se dire, moi, si j'ai envie de faire un LLM autrement, je vais faire un LLM autrement. Voilà. C'est pas dire qu'on le fait, c'est pas. Voilà. Ça, c'est cette grande liberté, ça, c'est vraiment super. Juste, je rebondis sur ce que tu as dit, je pense que c'est hyper bien formulé, parce que effectivement, cette liberté, c'est aussi des fois une angoisse. C'est-à-dire que on est recruté pour 30 et quelques années. Voilà, j'ai été recruté en 2010, ça fait 13 ans que je suis au CNRS. Et voilà, c'est 13 ans où il faut régulièrement se dire qu'est-ce que je fais, comment je mène ma barque, est-ce que je vais dans ce projet, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je collabore avec un tel, est-ce que j'ai une boîte qui vient me voir, est-ce que je vais passer du temps avec eux, etc. Alors, quand on est sa personne, c'est pas hyper grave. Après, quand il faut embarquer des gens et des doctorants et pas les emmener sur des sujets, voilà, c'est aussi alors attention, quand je parle de stress, on n'est pas à l'usine non plus, c'est-à-dire faut avoir raison de garder. C'est un stress très, très confortable, mais malgré tout, il faut quand même se dire qu'être son propre patron dans ses recherches, c'est à la fois génial et à la fois une source, voilà, on va dire pas d'inquiétude, mais une préoccupation permanente qu'on doit avoir. Voilà, je pense que c'est ça le truc. Et à la question qui consiste à savoir si je fais encore de la recherche, je, je pense que oui. Effectivement, alors, au CNRS, moi j'aime enseigner. Voilà, je pense que je fais partie de ceux qui pensent que c'est en enseignant qu'on comprend les choses. Au CNRS, on n'est pas obligé d'enseigner, mais on est incité à le faire aussi. Donc, on a possibilité. Alors, contrairement à nos collègues enseignants-chercheurs qui ont 3 métiers et qui ont effectivement beaucoup de cours, voilà, c'est très dur. J'aurais voulu faire aussi ce métier aussi si j'avais pu. Mais on a moins d'enseignement, donc on, on peut faire un petit peu aussi. Et après, évidemment, quand on prend la responsabilité d'une équipe, quand on s'implique dans
activités d'édition, de revues, des implications dans les instances nationales, des commissions, machin, etc. Évidemment que l'emploi du temps se charge, etc. Mais on a quand même, voilà, disons que même à... Alors, je suis un jeune directeur de recherche, mais c'est à 40 et quelques années, on a quand même la possibilité quand même de faire de la recherche. Alors, je ne vous dis pas que je code aussi bien que les doctorants le font, mais bon, de temps en temps, j'arrive quand même à sortir 2-3 trucs. Mais donc, il y a quand même ce temps-là, et c'est pas vrai qu'on ne peut plus faire de recherche. Non, on a quand même le temps, et c'est une autre discipline à avoir, mais on peut quand même le faire. Jamais autant que ce que vous pouvez faire en thèse. Profitez de ces années-là, c'est le top de ce que vous pouvez faire. Voilà. Juste revenir sur cette notion de liberté, et je pense déjà il faut absolument sortir de la dichotomie public-privé, parce que je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, dans le public, effectivement, le CNRS, il y a l'opportunité pour faire de la recherche. Enseignant-chercheur à l'université aussi. Mais là, si on regarde, il faut vraiment aller regarder dans le détail. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui sont plus favorables que d'autres. Et donc, il y a certains environnements où on peut avoir une illusion de liberté, mais en fait, on se retrouve avec 300 heures d'enseignement par an. Et quand on a fini ces 15 heures d'enseignement par semaine où il y a eu beaucoup de préparation, il reste certes la liberté de faire un peu de recherche, mais il faut aussi chercher des financements, etc. Donc, je pense que voilà, un exemple où dans le public, on peut avoir juste une illusion de liberté parce que l'environnement est extrêmement important. Inversement, si vous êtes dans le privé et vous êtes chercheur chez DeepMind, vous avez toute ou dans certains labos à Meta, vous aurez toute la liberté que vous voulez. Inversement, si vous êtes dans une startup avec des millions de contraintes où déjà vous allez bosser 60 heures par semaine pour faire en sorte que les choses avancent et vous allez être sur tous les fronts, là, la liberté, ça ne sera pas la même. Et moi, l'environnement dans lequel j'évolue, on va dire, il est un peu entre les deux. Voilà. Donc, il y a une liberté de faire de la recherche, de publier, mais en même temps, le choix des sujets est évidemment un peu contraint. C'est-à-dire qu'il faut quand même, quand on monte un projet, qu'on démontre qu'à 3, 5 ans, il peut y avoir un impact pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc, voilà, tout ça pour dire que cette notion de liberté, il faut vraiment zoomer sur le contexte, que ce soit, et ce n'est pas une question public-privé, ça dépend vraiment le contexte dans lequel on travaille. Le contexte et puis ce qu'on est, ce qu'on aime. C'est-à-dire que typiquement, j'ai adoré bosser au labo et puis dans les startups, je me suis ennuyée. Dans les startups, en tant que moi, faisant partie de la startup, je me suis ennuyée à mourir. Et d'un coup, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut me dire, c'est génial, tu es libre. Si un après-midi, je voulais faire de la rando, je fais de la rando, je vais en montagne. Et je fais de la rando et je n'ai pas de compte à rendre sur l'heure à laquelle je sors de mon bureau et sur l'heure à laquelle je rentre. En revanche, comme le soulignait Isabelle, si je ne vais pas chercher de clients, je ne risque pas de rentrer grand-chose à la fin du mois. Et là, ça peut poser un autre problème. Donc, c'est aussi à moi de gérer cette liberté. Alors, ce qui est très confortable, c'est que ça correspond à des horaires sur lesquels je veux bien travailler. Je sais qu'en thèse, des fois, on travaille très, très tard ou très, très tôt en fonction de ce qu'on aime. J'ai pu garder ce rythme-là et je peux travailler très, très tard. Mais de temps en temps, il y a un client qui me dit, oui, mais nous, nos équipes, elles sont libres à 8 h demain matin, tu peux venir? Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, voilà, c'est aussi une gestion, mais des moments de liberté pour revenir à la question de la recherche qui se pose aussi peut-être sur moi, eu égard au fait qu'en tant qu'entrepreneur, effectivement, oui, la recherche là-dedans, elle est beaucoup plus... Alors, pour ceux qui font une thèse en cycle, on voit peut-être plus le lien qu'une thèse sur une bourse MNRT ou autre, parce qu'il y a encore ce lien recherche eu égard au fait qu'il faut évidemment réfléchir au produit et à ce qu'on vous a demandé de faire. Alors, un POC, un MVP, je peux avoir plein d'acronymes chouettes à donner, c'est-à-dire... une petite partie de produit dont on cherche à démontrer la viabilité et la faisabilité pour que des investisseurs mettent des sous dans la boîte et qu'on puisse continuer. Il y a aussi là tout un pan de recherche parce qu'il faut lier tout le monde, il faut voir quelle techno on peut utiliser. Et les mêmes, tu le disais, on peut décider d'en faire un tel qu'on les voit aujourd'hui, de faire un lama ou de décider de faire autre chose. Et puis aussi, parfois, on est contraint et c'est là qu'il faut aussi faire intervenir des points de recherche parce qu'on n'a pas assez de données, parce qu'on n'a pas assez de sous dans la boîte, parce qu'il n'y a pas certaines choses sur les serveurs, sur une disponibilité machine aussi réelle dans une petite
petites boîtes. Et donc, il faut faire preuve de créativité, retrouver des éléments de biblio qui vont vous permettre de développer des choses et de montrer que c'est viable et de montrer que c'est possible. Non, j'avais une question plutôt sur le, le monde académique, donc le métier d'enseignant-chercheur, donc maître de conférence quand on commence. J'ai un peu l'impression, c'est peut-être une idée que j'ai moi, mais j'ai un peu l'impression qu'en début de carrière, les maîtres de conf, il leur colle beaucoup de responsabilités aussi autres que, enfin, même par exemple, le responsable de licence ou responsable de master, en plus les cours à donner. Et donc, tout ça, en fait, ça va enlever du temps à la recherche qui peuvent mener. Et puis, ça, c'est déjà une partie. Est-ce que c'est la réalité du monde ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment une idée que j'ai moi? Et puis, j'ai une autre question qui est un peu liée. Un maître de conférence, quand il est recruté, donc il a son service à donner, à assurer, donc en termes de cours. Est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il est tenu à publier et à faire de la recherche et avec quelle fréquence? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de carré sur ça? Parce qu'il y a aussi, après, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il y a parfois une minorité, mais de maîtres de conférences qui, en fait, ils donnent leurs cours et après, ils font pas de la recherche à côté. En fait, ils publient pas pendant 10 ans. Et du coup, c'est quand même enseignant-chercheur l'intitulé. Et voilà, c'était un peu... Ouais, non. Non, mais c'est une très bonne question parce que si on part sur une carrière d'enseignant-chercheur, enfin, je voudrais pas faire peur aux gens quand même, mais effectivement, encore une fois, il faut zoomer sur les différents contextes, etc. Mais effectivement, ça arrive qu'on se retrouve, ça m'est arrivé d'ailleurs, d'avoir en début de carrière une grosse charge de responsabilité administrative, responsable de filière, etc. Avec en plus 200 heures de cours à assurer et qu'il faut monter parce qu'on est marre. Donc oui, les débuts de carrière enseignant-chercheur, je ne parle pas du CNRS, sont difficiles. Je pense qu'il faut s'y préparer parce que tant que le système reste tel qu'il est avec donc un service de 200 heures par an, on a besoin, donc un chercheur doit être très très motivé en début de carrière pour pouvoir continuer à faire de la recherche. Donc souvent les premières années, on est quand même dans l'élan de sa thèse et de son postdoc, donc on arrive à continuer dans cet élan-là. On gère, on prépare ses cours, etc. Et les années qui peuvent être potentiellement clés et importantes, c'est les 2-3 ans après le début de la carrière où là, on n'est plus trop dans cet élan de la thèse. Il faut démarrer des nouvelles choses, monter des projets, parce qu'il faut des projets pour pouvoir payer des stagiaires, éventuellement, pourquoi pas, commencer à co-encadrer un doctorant. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes dans un environnement relativement favorable, un labo bien structuré, avec des projets, avec des collègues bienveillants qui vont vous mettre dans ces projets-là, etc. Et là, ça va bien se passer parce qu'il va y avoir cette transition. Et donc, à vous d'essayer de détecter ça, c'est-à-dire, est-ce que l'environnement dans lequel vous allez potentiellement arriver sera celui-là? Et dans ce cas-là, oui, ça peut bien se passer. Ou si l'environnement est plus difficile parce que tout simplement, même si les collègues sont bienveillants, il y a peut-être tellement de charges d'enseignement à assurer. Par exemple, vous vous retrouvez à enseigner dans une filière où il y a pas assez de monde et du coup, vous vous retrouvez à faire des heures sup, c'est un peu obligé. Par solidarité, vous le faites. Et peut-être le labo où vous êtes, il y a des choses à construire, mais il n'y a pas encore tant de projets. Et là, oui, ça peut devenir compliqué. Et c'est ce qui explique que parfois, effectivement, parfois même très, très vite, des enseignants-chercheurs se retrouvent à quasiment plus faire de recherche. C'est du gâchis, c'est un gâchis horrible, mais ça peut arriver. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut beaucoup de détermination, il faut être préparé à ces difficultés et aussi, surtout, bien choisir le lieu. Peut-être il y a des postes. C'est sûr qu'on a envie de devenir enseignant-chercheur si on a cette motivation-là.
on est prêt, si on est mobile géographiquement, on est prêt à aller partout, etc. Bah, faut peut-être se dire, non, peut-être pas partout. Peut-être faut que je regarde, est-ce que cet environnement, il sera suffisamment favorable pour que je puisse me développer et que je ne me retrouve pas dans une situation hyper toxique où je vais être en burn-out juste pour pouvoir continuer à faire de la recherche. Je connais plein de gens à qui c'est arrivé. Il y a quand même eu quelques avancées, donc notamment depuis 3 ans, il y a un petit pécule qui est donné à tout enseignant-chercheur qui commence, enfin tout maître de conf, pas les profs, hein. Avec une potentialité de décharge. Donc, il y a, pour l'UGA, c'est 10 000 € sur 2 ans qui sont donnés. Et je crois que c'est 96 heures de décharge sur 2 ans qui peuvent être réparties comme l'enseignant-chercheur le souhaite. Donc, ça a commencé à être pris en compte que le fait de l'arrivée était quand même compliqué et que si on voulait que les maîtres de conf continuent à faire de la recherche au tout début, il faut qu'on les aide. Donc, c'est quelque chose voilà, c'est pas mal déjà. C'est mieux que ce que c'était avant. C'est pas forcément suffisant, mais voilà. Les responsabilités, ça va être extrêmement différent d'un UFR, d'une composante d'enseignement à l'autre, du nombre d'enseignants-chercheurs par composante. Donc, c'est vrai que, par exemple, à toi, celles que tu connais un peu, enfin, qui sont autour de toi, il y en a où tous les enseignants-chercheurs ont des responsabilités parce qu'en fait, si ce n'est pas réparti à un par personne, bah, ça veut dire qu'il y en a qui en ont 2 ou 3. Voilà, et il y en a quand même déjà qui en ont 2 ou 3. C'est pas forcément vrai partout, ça dépend vraiment de la taille, de l'organisation. L'UGA, on est quand même particulièrement doué pour le millefeuille, c'est-à-dire qu'on a quand même rajouté un nombre de couches qui n'ont pas forcément été rajoutées dans toutes les universités au niveau des fusions. Donc, c'est vrai que nous, on a un UFR, une CSPM, des pôles recherche. Donc, si on veut avoir des représentants un peu de choses partout dans toutes ces instances-là, ça multiplie les endroits où il faut être présent pour pouvoir avoir accès aux discussions sur toutes les choses comme les maquettes, les ouvertures de cours. Voilà. Donc, c'est important d'y être, mais c'est vrai que ça rajoute pas mal de choses. Et puis après, je suis d'accord avec Laurent, ça va vraiment être très dépendant des endroits. Donc, moi, pour prendre l'exemple que j'ai au Lidilem, il y a vraiment une politique qui a été lancée d'aide à ça. C'est-à-dire que notre directeur adjoint rencontre tous les maîtres de conf quand ils sont embauchés, puis même les autres, pour aider à avancer dans les dossiers, à voir où ils en sont par rapport aux droits de demande. Est-ce qu'on peut demander d'un CRCT, donc c'est un congé recherche. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le dossier commence à être assez bon pour pouvoir passer une HDR ou pas? Ou est-ce qu'il faut, ou qu'est-ce qu'il faudrait, dans quelle direction il faudra aller pour que le dossier devienne au bon niveau? Enfin, il y a des choses qui se font pour les enseignants-chercheurs qui sont en demande. Alors, c'est encore sur la bonne volonté, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir un directeur adjoint qui a ces compétences-là et qui est capable de le faire. Par contre, maintenant que c'est lancé, je pense que ça va être une demande et que les prochains vont être obligés de continuer. Donc, voilà. Donc, il y a des choses qui évoluent un peu, mais c'est long. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, hein, les maîtres de conf, ils ont en fait, officiellement, ils ont un mi-temps recherche, un mi-temps enseignement. En fait, ils ont un mi-temps recherche, un tiers-temps administratif et le temps qui reste pour de la recherche. Du coup, on va passer au thème suivant. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des questions donc sur la carrière et sur le travail qu'un chercheur ou une chercheuse peut faire? Peut-être personne. T'en as une, c'est ça? Ouais. C'est un peu la même, mais côté privé, quand on est embauché dans le privé, est-ce qu'on a vraiment un temps dédié pour faire de la recherche ou même pour pouvoir partir en colloque sans prendre des congés, en fait, donc que ça soit comptabilisé dans le temps du travail. Comment ça se passe? Parce que bon, voilà, dans le privé, il faut facturer, il y a des choses, il y a des missions qu'il faut accomplir. Et est-ce qu'on a vraiment un temps, genre contractuellement parlant, un temps dédié
un pourcentage, je ne sais pas, ou est-ce que c'est noir sur blanc ou est-ce que ça varie? On fait des heures sup parce qu'après on a la conférence et voilà, on prend sur nos congés. Comment ça se passe? Je peux répondre ça. J'ai l'impression que je fais que de la recherche, en fait. Moi, j'ai une chose que j'ai vu changer, que j'ai trouvé assez différent entre public et privé, c'est que tout d'un coup, la charge administrative, elle disparaît. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Du coup, l'avantage, c'est que parfois, c'est beaucoup plus simple de demander un équipement, un accès à un corpus, des choses on a tendance à être résolues un peu plus rapidement. Et en fait, les conférences, colloques, c'est de la recherche, c'est partie du travail. Bien sûr que je pense que ça ne serait pas approuvé de partir en conférence toutes les semaines, mais on a bien un budget. On peut discuter à Naverlabs, on discute avec notre manager où on veut partir. Bien sûr, si on publie, on va partir dans la conférence pour présenter, mais même si on ne publie pas, on peut choisir parfois une conférence par an qu'on veut assister à ce type d'événement. Par exemple, aujourd'hui, je suis là sur mon temps de travail, c'est pas un congé. Et voilà. Mais je pense que contractuellement, il y a rien qui dise de 9h à 17h, il faut faire de la recherche. C'est libre. Oui, je confirme. Après, il faut bien préciser qu'on est dans un centre de R&D, une grosse entreprise. Donc évidemment, ce qu'on dit là est peut-être pas forcément valable pour une personne qui travaille dans une start-up ou qui est auto-entrepreneur, etc. Ce que je voudrais juste ajouter, puisque moi j'ai été des deux côtés, je vais juste te donner un exemple hyper simple qui, je pense, est parlant. C'est les reviews de papier. Les reviews de papier, donc on est amené à le faire. Quand j'étais enseignant-chercheur, je faisais ça sur mon temps libre, le soir, le week-end. Aujourd'hui, je fais ça sur mon temps de travail. Ça fait partie de mes attributions, de me tenir au courant de ce qui se passe. Et quand j'étais enseignant-chercheur, je n'avais pas le temps de le faire sur le temps de travail. Donc voilà, un petit exemple qui montre qu'effectivement, ben, parfois on peut être surpris sur ce qui se passe. Oui, puis on parle parfois des startups comme des endroits où on bosse 80 heures avec des choses assez désagréables. Alors, pas partout, encore une fois, Laurent a raison, il faut poser le zoom, regarder l'équipe, etc. Mais typiquement, là, ce matin, il y a un jeune docteur qui a été embauché dans une startup que je suis et la roadmap que j'ai dessinée, moi, puisque on m'a demandé de le faire, inclut tout à fait et des temps de lecture, et de biblio, et de maintien de l'état de l'art, et des temps d'expé. Et des temps d'expé qui sont à la fois très liés à l'objectif pour lequel elle a été embauchée, mais qui sont aussi la découverte, elle. Son travailleur de secret, c'est quelque chose qui est sur du matching. Et donc, c'est son cœur de métier, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a fait dans sa thèse, et ça lui plaît beaucoup. Et puis, il y a une partie neurosciences, apport des neurosciences sur l'apprentissage humain, qu'elle connaît beaucoup moins. Et là, dans les 3 prochains mois, elle a une très, très grosse partie dédiée de son temps où on lui a dit, bah, renseigne-toi, regarde, lis les publis, mets-toi à l'état de l'art, fais. Et effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, c'est pratique administrativement, puisqu'il y a des gens qui sont dédiés dans la boîte, y compris dans les startups, pour l'achat de son matériel. Donc, elle fait des vœux, et puis après, c'est arbitré, parce que financièrement, ça a un coût. Donc, fatalement, il faut discuter de ce qui est le plus intelligent pour tout le monde. Mais une fois que ça sera acté, c'est pas elle qui fait l'achat, c'est pas elle qui remplit la fiche de demande, de bon de commande, de ceci, de cela. Et donc, c'est plutôt plus confortable de ce point de vue. Donc, oui, il y a quand même... Et pour en revenir de manière tout à fait pragmatique, avec tout ce qui est JEI et CIR et C2I que je soulignais en début de séance, il faut remplir des papiers. Alors là, pour le coup, on retrouve le côté administratif français, mais ce qui est hyper bien dans ces papiers, c'est qu'il faut il faut que l'entreprise donne les temps au mois dédiés à la recherche. Et ben donc, ça, de fait, elle est prise en compte puisqu'il va falloir le noter. Je vais quand même ajouter un petit commentaire parce que j'ai été recruté il n'y a pas longtemps justement dans une entreprise. Et ça dépend, je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise. On reste toujours sur il faut zoomer en fonction des cas. Et nous, par exemple, on est une start-up où on a été racheté par une multinationale. Et du coup, on a gardé ce fonctionnement un peu start-up au sens où quand il y a un besoin client qui d'un coup s'affiche, il faut y répondre. Donc en fait, il n'y a pas de problème à faire vos recherches à partir du moment où c'est aligné avec les stratégies et la politique de votre entreprise et avec ses objectifs.
Et à partir de là, il n'y a pas de souci, on vous donne de l'argent, on vous donne du temps, on vous donne des ressources, il n'y a pas de problème. Par contre, si les stratégies, enfin, si les objectifs sont différents de la boîte, il va falloir s'adapter. Parfois, il va falloir aussi, enfin, dans notre cas en tout cas, changer de sujet du jour au lendemain presque, parce qu'il y a un besoin qui vient d'apparaître, parce qu'il faut répondre à l'environnement économique. Et du coup, voilà, il y a des évolutions aussi qui peuvent jouer comme ça. Ça ne vous empêche pas de publier, ça ne vous empêche pas de travailler, de faire de la recherche, mais il y a une notion d'adaptation aussi. Voilà, il y a des mois, je fais que du développement, il y a des mois, je fais que de la recherche, ça dépend des moments, quoi. Il y avait une question. Il y a peut-être un. Bon, ah si, ça y est, ça marche. Merci de me donner la parole. J'avais une question concernant ceux qui travaillent dans le privé. Est-ce que c'est possible de continuer de faire des vacations à l'université et de donner des cours quand on travaille dans le privé? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de priorité donnée aux agents de la fonction publique pour donner des cours? En dehors du fait que là, aujourd'hui, je peux le faire puisque je suis mon propre patron, donc je peux parfaitement décider de le faire, ce qui aide quand même un petit peu les choses. Ça m'est arrivé de le faire dans des startups, c'est-à-dire que j'étais à la R&D dans les startups et je demandais à faire des cours. Et ça a posé aucun problème, même si, effectivement, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, il y a une nécessité d'emploi du temps et donc un calcul éventuellement à faire avec ma présence et avec des gens qui mettent de conf avec qui je m'arrange sur l'emploi du temps parce que moi, c'est mieux que je fasse mon cours sur une journée entière parce que je suis partie la journée entière. Alors, il faut être sûr que le cours, ça soit sympa pour les étudiants parce que m'avoir 8 heures d'affil, c'est quand même m'avoir 8 heures d'affil, quoi. Donc, le cours, c'est aussi à moi de le gérer pédagogiquement, mais on se rend tous compte que 8 heures de cours, c'est un peu délicat. Mais oui, c'est possible. Oui, alors, il y a une priorité aux institutionnels, au sens où la première chose, c'est qu'il faut que les services des maîtres de conf et des profs soient remplis. Donc, si pour une filière, on n'a pas assez d'heures pour que tous les maîtres de conf et tous les profs titulaires aient leurs cours, on n'ira pas chercher des vacataires, quel que soit le statut du vacataire. Par contre, dès qu'on a des besoins, alors ça va être hyper différent selon les filières, mais c'est même recherché. C'est-à-dire, pour prendre un des diplômes, le diplôme en industrie de la langue, c'est une volonté d'avoir un certain nombre de cours qui soient donnés par des non-universitaires pour avoir un contact, des liens avec les entreprises, avoir un autre regard sur certaines choses et tout ça. Donc, ça va après, honnêtement, par exemple, en licence de sciences du langage pur, on a beaucoup moins d'extérieurs qui viennent donner des cours. On en a quand même sur des gens qui peuvent, par exemple, être formateurs, par exemple en français langue étrangère ou des choses comme ça, et qui donc vont venir apporter cette compétence extérieure. Mais c'est vrai que c'est moins vrai. Mais par contre, dans toutes les disciplines techniques, je crois que c'est souvent quelque chose qui peut être apprécié. Et par contre, et si l'entreprise est d'accord, ça ne pose aucun problème administratif à l'université. Ça, on sait faire. Juste pour compléter, en fait, les écoles d'ingénieurs, même si ça n'a pas changé ces 3-4 dernières années, en fait, doivent justifier d'un certain pourcentage d'enseignants qui viennent de l'extérieur et qui viennent du privé. Je ne sais plus quel est ce pourcentage, mais je crois que c'était dans les 30 ou 40%. Donc, en fait, il faut vraiment, c'est même demandé pour certaines filières de formation d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent du privé. Et en ce qui concerne l'entreprise dans laquelle on travaille avec Marceli, il n'y a pas de problème pour faire des vacations. Évidemment, il faut être raisonnable sur le nombre d'heures. Mais moi, personnellement, je fais une douzaine d'heures encore un peu en master ici et à Paris. Et ça ne pose pas de problème. Il faut demander l'autorisation. Et effectivement, par contre, il faut savoir que à la fin de l'année, dans le privé, on a quand même ce qu'on appelle les évaluations, hein, l'évaluation un peu des performances. Et bon, c'est pas quelque chose sur lequel on va être jugé, mais c'est pas impossible. Enfin, il n'y a pas de problème à le faire. Et au contraire, même ça peut être vu positivement, surtout si les entreprises veulent garder un peu le contact avec les étudiants pour des futurs recrutements, etc. Donc voilà, tout le monde ne le fait pas, mais c'est possible. Encore une fois, je souhaiterais rajouter quelque chose parce que moi, c'est vraiment tout récent. Je ne savais pas si j'avais le droit justement de faire de la vacation.
Et ce n'est pas quelque chose qui est fait par mes collègues dans ma boîte. Mais en fait, j'ai tout simplement demandé, donc il ne faut pas hésiter à être proactif sur cette question-là dans les entreprises. Et nous, on est très sur la législation, on fait très attention à ça dans ma boîte. C'est vraiment le gros point fort, parfois un peu compliqué. On revient sur de l'administratif un peu des universités parfois. Et tout ça pour dire qu'il y a certaines législations en France à respecter, par contre, en termes de nombre d'heures que tu fais par semaine, en fonction du nombre d'heures déjà que tu as dans ton contrat. Donc ça, par exemple, je ne sais plus exactement, mais il ne faut pas que je fasse plus de 10 heures par semaine. Je dis un chiffre un nombre un peu au hasard ici, mais voilà. Et tant que tu respectes ça, et aussi peut-être aussi les entreprises vont vérifier que tu ne fais pas fuir des informations aussi. Vont vérifier que tu ne donnes pas des cours à des autres entreprises, qui seraient en fait des cours cachés, des formations cachées, on va dire, et qui pourraient faire fuir des informations confidentielles. Donc après, ça, voilà, toujours le même truc, ça dépend du zoom que tu mets, mais en général, il n'y a pas de problème. Et au contraire, ça fait connaître l'entreprise, ça peut donner aussi l'opportunité de recruter pour des stages. Donc c'est du win-win, j'ai envie de dire, pour reprendre des termes anglais. On n'en dit pas assez, je trouve, ici. Je rigole. Bah, non, je déconne. Et voilà, donc j'aurais tendance à dire. Mais d'ailleurs, ça a été quelque chose. Moi, je voulais faire maître de conférence. Ça n'avait pas été possible pour X raisons. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de faire de la recherche et de l'enseignement. Donc, si on a la même vocation que moi, pour le coup, si c'est un profil assez similaire, aller dans le privé n'empêche pas ça. Enfin, normalement, ça dépend. Bref. Thème suivant.